Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, ce soir, on va parler de substances et de matière. C'est une conférence un peu technique. Alors, je vais faire une petite introduction et après, je laisserai, pour une heure comme prévu, la parole à Luc Petiot parce que c'est lui spécialiste de la création des substances. Néanmoins et cependant, j'ai tenu à faire cette intro parce qu'il y a peut-être des concepts, on va dire, de base que tout le monde n'a pas. Et je vais vous rafraîchir un petit peu la mémoire, on va dire. La mémoire de cours de physique. Et oui, parce que la substance, c'est de la lumière et c'est de la matière. C'est l'interaction entre la lumière et la matière. Et c'est pour ça que je vais faire cette petite intro, et puis aussi pour vous parler en général de pourquoi on a fait cette conférence, parce que tout simplement, il y a des changements dans le monde du jeu vidéo, de la 3D et du cinéma. Alors, de substance à matière, la révolution dans le processus créatif des textures en 3D, dans le jeu de vidéo et le cinéma. C'est une conférence organisée par l'Université de Bordeaux-Montaigne, vous êtes les invités, qui a été organisée aussi par le Club des Arts Numériques, avec la collaboration des étudiants du Club des Arts Numériques, que je remercie d'ailleurs au passage, parce qu'ils sont toujours très actifs. Et on a là 3 exemples de textures, de substances faits par Ludovic, ici présent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on part un petit peu symbolique avec, entre guillemets, j'appelle moi, après il définira tout ça mieux, de l'eau. Et puis après, là, on a une espèce de matière, charbon, de carbone, je ne sais pas trop. Et puis avec aussi quelque chose de symbolique. Or, bon, le charbon, le carbone, c'est réel. Et puis là, là, on a quelque chose qui est de la pierre et de l'eau. Autrement dit, là, on voit déjà que ce système de texture, de rendu, il va passer, on peut fabriquer un peu comme du dessin animé, et puis on peut aller vers la réalité. Et ça, c'est intéressant. C'est déjà une première idée intéressante. Ensuite, on a, en gros, on a ce qu'on appelle une petite révolution depuis une dizaine d'années. Bon, c'est pas très grave si ça ne suit pas, c'est juste pour que vous ayez un petit support. Donc, et cette révolution, elle est basée sur le PBR. Le PBR, c'est, comme c'est marqué ici, le Physically Based Rendering. En français, le rendu physique réaliste. Pour résumer, pendant très longtemps, les savants, les codeurs, les programmeurs ont fait les systèmes de texture et de rendu avec certains algorithmes. C'est-à-dire qu'ils disaient, bon, la lumière, ok, on va mettre telle formule. La matière, là, on va mettre telle formule. Et puis, derrière, on avait des logiciels, vous connaissez Blender, 3D Max, etc., qui utilisaient ces algorithmes des scientifiques. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand il y a des codeurs qui codent un programme en 3D, avant ça, il y a des savants, des scientifiques qui disent la réalité c'est ça, la réalité c'est, par exemple la lumière, on définit ça comme une onde. Une onde, l'onde elle vient du soleil. On a le soleil qui nous amène une lumière blanche. Vous avez tous vu après la pluie, un phénomène très intéressant, c'est que cette lumière blanche elle se décompose. Elle se décompose en couleur. Or, la lumière du soleil elle est blanche. Et on voit de la couleur. Eh bien, on voit de la couleur tout simplement parce que l'eau en suspension fait comme un prisme et qui décompose la lumière. Autrement dit, cette lumière qui est un ensemble de longueurs d'onde va être décomposée en longueurs d'onde beaucoup plus précises. Puisqu'en réalité, ce qu'on appelle une couleur, nous en tant qu'artistes, c'est une longueur d'onde. Quand ici, vous voyez du noir, eh ben, c'est tout simplement parce que tout est absorbé et il n'y a pratiquement rien qui est réfléchi. Alors les physiciens vous diront, oui, il y a quand même un taux de réflexion sur votre chemise qui est égal à ça. Ok, d'accord. Il y a un taux de réflexion, d'accord, mais il est très faible. Par contre, si j'avais une chemise blanche, qu'est-ce qui se passerait à votre avis? Eh bien, tout va être renvoyé. Tout va être absolument renvoyé. C'est-à-dire qu'une chemise blanche va nous permettre d'avoir moins chaud l'été, puisque ça n'absorbe pas la lumière. Et une chemise noire va nous permettre d'avoir plus chaud l'hiver, puisqu'elle va tout absorber. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pour résumer, il s'est passé la chose suivante, c'est que eh bien, pendant très longtemps, on avait le même modèle qui décrivait dans l'échelle 3D la réalité de l'interaction entre la lumière et les objets en 3D. Et ce modèle a changé il y a une dizaine d'années sans que personne trop s'en rende compte. Mais il y a des gens quand même qui s'en sont rendus compte. Et bien, les gens qui s'en sont rendus compte, par exemple, c'est Allégorithmique, merci. Parce que eux, c'est une société française, dont Ludovic va vous parler ce soir, qui s'est dit, mais notre modèle, il n'est pas très bon, et on peut avoir de bien meilleurs modèles de rendu. Et puisqu'on peut avoir ces bien meilleurs modèles de rendu, pourquoi ne pas les utiliser dans notre logiciel, dans nos systèmes de logiciels?
Et ce nouveau modèle du rendu, bah, on revient toujours à la même chose, c'est le PBR. Autrement dit, depuis une dizaine d'années, il y a un certain nombre de sociétés qui s'est dit on va être à la pointe et on va prendre les nouveaux modèles scientifiques pour les intégrer dans nos logiciels 3D. Bon, voilà, c'est le principe de base. Donc justement, en 2 mots là, c'est ce que je vous racontais, c'est Glovi qui va nous détailler tout ça techniquement, avec en particulier un logiciel qui permet de créer les textures 3D, c'est Substance Designer. En fait, ils ont toute une gamme logicielle. Painter, c'est pour mettre les substances sur les objets, mais ça, c'est pour les créer. Donc, c'est ce que je viens de vous raconter, donc on va résumer. Il y a une autre chose très importante, c'est que pendant longtemps, pour fabriquer des textures ou pour les coder, c'était assez compliqué. Et puis, Allegorithmic a eu la chance et l'idée de se dire pourquoi on ne ferait pas un nouveau système de programmation visuel. C'est-à-dire que ce système, au lieu d'être des lignes de code, on va prendre des nodes, des boîtes, et on va relier ces boîtes entre elles. Alors là, c'est pareil, la démonstration, c'est toi qui la feras, parce que là, c'est ton domaine. Mais ça, quand même, au niveau pédagogique, au niveau compréhension, pour nous, les artistes, c'est beaucoup mieux. Parce qu'au lieu d'écrire du code, parce que le code, c'est « Ah, j'ai oublié la virgule, aïe, 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 ça marche pas, et elle est où ma virgule qui manque, je ne sais pas, ou le point virgule, etc. etc. » Et c'est un petit peu... Et puis on n'est pas tous faits pour faire du code, il faut être très clair. Il y a des gens qui en font facilement, puis il y en a d'autres qui... underwater, qui pédalent sous l'eau. Donc, moi, j'aime mieux les choses visuelles, ça me convient très bien. Donc, on avance sur les idées. Donc, ce que je disais, que c'est mieux pour les artistes, tout simplement. Donc, la lumière, le PBR. L'idée, c'est de comprendre comment ce modèle PBR est utilisé dans la création des textures. Et là, alors je l'ai mis en gros PBR, parce que bon, c'est comme ça, on le retient maintenant. Voilà. Physically Based Rendering. On a la traduction française. Et bien là, on a un tout petit peu de physique. En un mot, on a une surface. On a une normale. Alors normale, surface, c'est simple, c'est 45 degrés. Voilà, c'est tout droit. Ouais, bon là, c'est pas très... On a de la lumière qui arrive, et on a des systèmes qui sont réfléchis, et on a aussi des systèmes de lumière qui rentrent dedans. Mais en réalité, ce schéma, il n'est pas très bon. Donc, on va revenir ici en noir et blanc. Et on va s'amuser à, ici, alors, je vais improviser très rapidement. Hop, ici, blablabla, tout petit machin. Ouais, ça devrait marcher. Hop, une surface. Là, c'est une surface de matière. Ici, c'est le soleil. Voilà, les rayons. Alors, qu'est-ce qui se passe si tous les rayons sont reflétés? Ah bah c'est ça. Bah, c'est une glace. Hein. Et là, il y a deux propriétés. D'abord, je me vois dedans. Là, je vois. Et puis ensuite, ça brille. Autrement dit, ça renvoie tous les rayons. D'accord? Bon. Et bien ça veut dire que quand votre rayon il arrive là, ici, du soleil, est-ce que ça va marcher? Peut-être, oui. Allez, hop. Il va être renvoyé par là. D'accord? Et tout va être envoyé. Et ça, c'est la propriété de tout ce qui est de la glace et du métal. Ensuite, si jamais on a autre chose, c'est-à-dire que on a un système où tout n'est pas renvoyé, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on va vite fait, hop, envers tout ça avec la bonne couleur. Donc, on reprend le même principe. Hop, hop, hop. Donc, hop, hop, hop. On l'inverse évidemment, voilà. Donc, on a toujours le soleil qui envoie un rayon sur une surface. Et à ce moment-là, on a une partie qui va être absorbée dans la matière et qui éventuellement va ressortir. On ne va plus avoir du tout le même type de matériau. Là, on a notre normal, et une partie va sortir ici, et une partie va rentrer. Ben ça va être des matériaux, par exemple comme ça. La lumière, là, elle passe en transparence.
mais il y a une partie qui est reflétée aussi. D'accord? Donc, ces caractéristiques-là de lumière, ils vont pouvoir être codés dans le nouveau système PBR. Autrement dit, dans le nouveau système PBR, on va se dire, tout ce qui est métallique, ça renvoie, et puis il y a la réfraction, c'est-à-dire la lumière qui parcourt l'intérieur de ce matériau, une partie reste, une partie est renvoyée. Et puis là, on n'a pas que de la réflexion, elle n'est pas pareille partout, parce que, regardez, il a des yeux, ils sont peints ses yeux. Ben, ses yeux, ça ne va pas être exactement le même parcours de lumière, parce que c'est peint, et c'est de la peinture, et là, c'est du plastique. Donc on va avoir des comportements différents là et là. Donc voilà des exemples. Et donc, comme ça, dans le nouveau système en fait de PBR, on ne va pas tout détailler, le dernier que je vais vous donner comme symbole et comme image, c'est qu'est-ce qui se passe avec la lumière. Alors on va en remettre un de plus vite fait. Allez, hop. Et qu'est-ce qui se passe avec de la lumière avec une surface rugueuse. Donc notre soleil qui est là, qui envoie un rayon. La surface, elle va faire comme ça, elle va renvoyer par là, elle va renvoyer par là, un peu partout. Notre normale est toujours par là. D'accord? Autrement dit, le comportement là où la lumière va complètement changer. Et ça, voilà un exemple de surface rugueuse. Qu'est-ce que je suis en train de vous raconter? Je suis en train de vous raconter que pour maintenant faire la nouvelle génération de textures, il faut tout simplement comprendre comment la lumière réagit par rapport aux objets. Voilà, tout simplement. Et pour arriver à fabriquer donc un système de rendu en texture en PBR, il va falloir comprendre. Alors il n'y a pas des milliards de choses à comprendre, hein, mais ce sera expliqué, je pense, comment dire, en profondeur par mon collègue, Ludovic. C'est l'interaction entre les objets physiques et la lumière, c'est là que tout se joue. Et vous allez voir qu'on va parler de metalness, c'est-à-dire objet de type métallique. On va parler d'objets de type rugueux. Et c'est comme ça qu'on va définir toutes les caractéristiques des substances qui sont définies dans Substance Designer. Voilà en gros ce que je voulais vous présenter en introduction pour faire une introduction, tout simplement. Je me présente, je m'appelle Ludovic Petiot, je suis actuellement texture artiste à Ubisoft Bordeaux. J'ai commencé il y a quelques mois. Avant ça, j'ai fait un master en 3D où on a vu la 3D en général, que ce soit pour du cinéma, où on a vu du compositing, on a vu la modélisation, on a vu vraiment tout le pipeline. Durant ma deuxième année de master, j'ai trouvé un stage chez Allegorithmic, donc c'est ceux qui font Substance Painter et Substance Designer, en tant que QA analyst. Donc QA analyst, c'est celui qui va s'occuper de trouver les bugs qu'il va y avoir dans les logiciels, de proposer de nouvelles features, de tous les trucs qu'on n'a pas envie de faire, concrètement. Et du coup, vu que j'avais pas envie forcément de faire ça et que j'avais un parcours qui était plus artistique, il y a eu une proposition à Ubisoft Bordeaux où du coup j'ai tenté et puis c'est passé visiblement. Du coup, pendant mes études, j'ai fait de tout. J'ai essayé de toucher un peu à tout en 3D, mais j'ai découvert Designer et ça a vraiment été comme une révélation. Et du coup, je fais plus que ça. J'ai fait que ça sur ma deuxième année, j'ai rien fait d'autre. Du coup, voici quelques travaux que j'ai fait pendant mes études. Tous les travaux que j'ai fait avaient pour but d'apprendre quelque chose. Même quand je connaissais rien, le but c'était vraiment de progresser, de découvrir le logiciel, voir ce qu'on pouvait faire avec. J'ai beaucoup appris quand j'étais en stage à Allegorithmic, parce que forcément quand on apprend avec ceux qui ont créé le logiciel, c'est un peu plus simple, on va dire. Du coup ça je l'ai fait pendant mon stage. Ça je l'ai fait pour la conférence. Voilà. Je me suis flotté. Ça c'est une de mes premières textures. Elle était assez importante pour moi parce que c'est un peu ce qui a influencé le fait que je parte dans le texturing, parce qu'elle a été pas mal partagée et que du coup quand on débute et qu'on fait un truc juste pour découvrir un logiciel et qu'au final ça plaît aux gens et qu'au final c'est partagé, ça fait un peu plaisir et on a envie de continuer et du coup c'est continuer là-dedans. Donc pendant cette conférence on va pas parler que de Substance Designer, mais aussi des produits Substance en général et de ce qu'il y a dans les produits Substance. Parce que aujourd'hui, Substance, ça représente une très grosse partie de l'industrie, dans le domaine de la 3D, on va dire quand même. Donc on va parler de la place de Substance dans l'industrie.
Donc beaucoup de place dans le jeu vidéo. La plupart des jeux sont faits en utilisant Substance Painter ou Substance Designer. D'ailleurs, par exemple, Uncharted, c'est un peu le jeu qui a popularisé Substance Designer. Avant ça, il y avait très peu de boîtes qui l'utilisaient, et puis en fait, on s'est rendu compte que c'était pas si mal que ça de l'utiliser. C'est vraiment pas trop mal. Et du coup, tous ces jeux, on utilise le backlight Substance. Au niveau des chiffres, il y a 2 ans, Substance était utilisé à 80% dans l'industrie du jeu vidéo. Donc depuis 2 ans, pardon, ça a évolué. J'ai pas les chiffres exacts, mais ça a bien évolué. Donc au niveau du cinéma et de la publicité, c'est un peu moins présent, mais c'est de plus en plus présent. Tout ce que propose Substance a vraiment des avantages pour le cinéma et pour la publicité. Et les logiciels qui sont actuellement en place, donc Mari en particulier, qui a un gros concurrent à Substance Painter, et qui propose d'autres avantages que Substance Painter ne propose pas, est un peu plus utilisé. Mais avec ce qui va arriver avec Substance Painter, il y a de grandes chances que la tendance s'inverse et que du coup Substance soit de plus en plus utilisé. Pareil au niveau du design, parce qu'on a besoin d'avoir des produits réalistes. On veut des produits que l'acheteur potentiel peut voir directement sur un site internet en se disant ouais, bah, c'est exactement la matière que je veux avoir pour mes chaussures, c'est exactement ce que j'ai envie de porter. Et du coup, avoir un rendu directement réaliste dans notre navigateur internet lorsqu'on va acheter un produit, c'est quand même un gros plus parce que ça fait vendre, tout simplement. Au niveau de l'architecture, bah pareil, parce que si l'acheteur potentiel veut se projeter dans la future maison de ses rêves, bah on peut la faire en 3D. C'est pas comme vivre dedans, c'est un peu plus chiant, mais ça marche aussi. Et du coup, ça nous permet vraiment bien de visualiser ce qu'on peut faire, et c'est pour ça que c'est un gros avantage. Donc pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est pour vous montrer qu'on ne parle pas de Substance pour rien, mais que Substance a une vraie place. Que si vous savez utiliser Substance et que vous voulez faire de la 3D, c'est quand même un gros plus sur votre CV, que vous pouvez vous lancer après avoir fait du Substance. Que du Substance, ça va peut-être être léger, mais moi je fais que du Substance Designer, hein. Donc tout ce qui est à côté, j'ai touché un peu, mais c'est tout, quoi. Donc visiblement, on peut faire des choses en faisant que du Substance. Et tous ces rendus réalistes qui sont si importants pour le cinéma, pour le design, pour l'architecture, ou de plus en plus en jeux vidéo, c'est possible grâce au PBR. Donc le PBR n'a pas été inventé par Allegorithmic, il a été, on va dire, vulgarisé. Ils ont cherché à simplifier ce qu'on pouvait faire grâce à des logiciels 3D pour vraiment simplifier la méthode de travail. Et du coup, ça c'est possible grâce aux différentes textures qu'il y a dans le PBR. Donc la première, c'est la base color. La base color, ça correspond clairement à la couleur. Donc c'est un peu ce que Henri nous a expliqué tout à l'heure. Ça va être les longueurs d'onde qui vont être absorbées par un objet, et du coup, il va y avoir que certaines longueurs d'onde qui vont être rejetées. Donc par exemple, sur notre pomme rouge, bah, du coup, il y a juste le rayon rouge qui est rejeté. C'est pour ça qu'on voit la pomme en rouge. D'ailleurs, sur des objets qui sont non métalliques, donc comme la peau de la pomme par exemple, la réflexion que va y avoir, la couleur de la réflexion qu'il va y avoir sur la pomme sera toujours blanche. Contrairement à un objet métallique où sa réflexion va se baser sur la couleur de la lumière. Ensuite, on va avoir une map de normal. La map de normal, ça correspond à la microsurface d'un objet. Donc c'est pour donner du détail à notre objet, du grain, vraiment des détails qu'on n'a pas envie de modéliser et qu'on va avoir sans que ça coûte trop de ressources. Donc là, par exemple, vous pouvez voir à droite, c'est clairement une surface plane. Il y a juste une map de normal appliquée dessus et qui simule des carreaux. Et en fait, ces micro-détails qui vont être simulés par la texture vont influer sur la manière dont la lumière va réagir. Et donc là, vous pouvez le voir sur le GIF, la lumière, quand je la fais tourner, on voit vraiment que ça prend la position du carreau. Ensuite, on va avoir la map de roughness. La map de roughness correspond à la rugosité de notre objet. Donc, notre map de roughness, elle peut être noire, blanche, des variations de gris, etc. Plus on est proche du noir, plus ça va réfléchir la lumière, plus ça va être brillant. Plus on est vers le blanc, plus ça va être rugueux. En fait, ça correspond au rayon de lumière
Si on est sur une surface complètement lisse, le rayon de lumière va rebondir et ne va pas traverser la surface, et du coup va être entièrement réfléchi, et du coup on va avoir une surface qui va être réfléchissante comme vous avez à gauche. Vous pouvez voir aussi sur le GIF, ce qui est en noir, c'est ma roughness qui est en noir, et du coup ma surface qui est réfléchissante. En blanc, au contraire, il y a certains rayons qui vont être réfractés, et lorsqu'ils vont être rediffusés ensuite vers la source lumineuse, ils vont être rediffusés un peu n'importe comment, et c'est ce qui va donner cet aspect granuleux sur certaines surfaces. Dans le monde réel, la roughness, ça correspondrait par exemple à si vous avez une trace de doigt sur un objet, vous avez fait glisser votre main, ça laisse une trace de doigt, ben ça on va créer une roughness pour simuler ça. Et enfin, on a une map de métallique. Donc la map métallique qui permet de dire si un objet est métal ou non. Donc en général, c'est mieux d'être en noir et blanc. Noir pour dire que c'est pas du métal, blanc pour dire que ça en est. Donc là, c'est mon masque. Et là, c'est ce que j'obtiens en résultat. Donc ces 4 maps, donc ces 4 textures, sont la base du PDR, des textures qu'on va utiliser en PDR dans le jeu vidéo ou les différents moteurs de rendu. Donc, pourquoi Substance a choisi de créer cette manière de travailler, cette manière de créer des textures? C'est parce qu'il n'y avait pas de produits dédiés. Avant, les produits qu'on avait, ça allait être Photoshop, où du coup on créait une map de couleurs, on allait créer notre métallique dépendant de la map de couleurs, etc. Et c'est quelque chose qui est vraiment pas pratique, pas facile, parce que du coup il faut bien se baser sur les UV, etc. Et du coup, Substance est arrivé avec une idée en disant bon, on peut tout créer d'un coup, c'est légèrement plus simple, mais du coup, on crée toutes les maps d'un coup, et ça nous donne notre objet final. Donc voici un autre exemple de rendu final, où du coup, là, on a les différentes maps. Donc là, c'est la map de normal, qui va donner ces fausses informations de volume, alors que la surface est complètement plate. Là, on va avoir la base color. Là, la roughness. Là, la métallique. Et du coup, tout ça nous permettant d'obtenir notre rendu final. Donc tout ce que vous allez voir dans les films ou les jeux vidéo, en fait, ça fonctionne comme ça la plupart du temps. On va utiliser toutes ces maps pour composer notre objet, de manière plus ou moins différente. Il y a des variations dans le PBR, suivant les moteurs de rendu, etc. Mais si les moteurs de rendu sont paramétrés exactement de la même façon, peu importe sur quel logiciel on travaille, on aura le même résultat. Donc les produits, on va avoir Substance Painter et Substance Designer. Substance Painter va être pour peindre, pour appliquer ce qu'on crée dans Substance Designer. Il y a d'autres logiciels concurrents à ça, il y a 3D Code, il y a Quixel, il y a Mari. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un logiciel qui est beaucoup utilisé, qui se développe de plus en plus. Et du coup, on ne va pas s'intéresser à ça pour l'instant, enfin, sur cette conférence. Là, on va se concentrer sur Substance Designer. Donc, Substance Designer, du coup, il y a très peu d'équivalents, surtout pour les artistes. Et Substance Designer, ce qui permet tout simplement, c'est de créer des substances. Et du coup, des substances, c'est un ensemble de textures. Donc les textures que je vous ai montrées avant. Donc voici par exemple une substance qui va regrouper du coup map de couleur, map de normal, map de roughness, map de métallique. Bon là la map de métallique est entièrement noire pour dire que c'est pas du métal. Et là on va avoir une autre map qui est utilisée mais qui n'est pas vraiment pour du PBR, qui est la height map, qui permet de donner des vrais volumes, contrairement à une normale qui les simule. Donc voici d'autres exemples qui ont été créés sous Substance Designer. Donc là on a deux matériaux qui sont animés, parce qu'on peut créer des matériaux aussi animés dans Substance Designer. Honnêtement, c'est juste pour s'amuser pour l'instant. Ça n'a pas vraiment d'utilité réelle parce qu'on a des soucis derrière. On doit recalculer l'image à chaque frame et du coup ça pose des soucis au niveau de l'optimisation. Mais on peut quand même faire ça. Et il faut prendre en compte que tous les matériaux que vous voyez là sont créés à chaque fois avec une seule substance. Donc quand je dis matériau, c'est le rendu final qu'on obtient. Parce qu'un matériau, en réalité, c'est un ensemble de textures, donc qu'on peut créer par exemple sur Substance, plus un shader. Et le shader, c'est la manière dont on va calculer un pixel dans notre image. Donc là, ce que vous pouvez voir aussi sur l'image centrale,
c'est qu'il y a une seule substance et que l'artiste qui a créé ça n'a rien fait de spécifique pour obtenir toutes ces variations. Il a juste à bouger. Il a créé une texture de base avec toutes ces maps. Et ensuite, il change juste un petit slider qui va lui permettre d'obtenir toutes ces variations. C'est là que Substance va être très puissant parce qu'on va pouvoir obtenir quelque chose, une texture qui est vraiment modifiable à l'infini et qui est paramétrable. Donc quand on parle de texture paramétrable, on parle de ça par exemple. L'intérêt de les paramétrer, c'est que du coup, on crée notre texture, on le donne à l'artiste, et après il se débrouille, il fait ce qu'il en veut. Là, on lui laisse par exemple le choix de la couleur, s'il veut plus de l'or mais qu'il veut quelque chose d'un peu plus funky, du coup il choisit sa couleur. Et puis à droite par exemple, si on veut qu'il soit plus ou moins sale, il peut gérer ça avec un simple contrôleur s'il l'a paramétré tel quel. Donc là voici un exemple de texture qui a été paramétrée, où du coup on peut choisir différents éléments. Par exemple le nombre qu'il y a de panneaux sur l'axe X, le nombre sur l'axe Y. On va changer, on va retirer les trous parce qu'on n'en a pas besoin. On va changer la teinte de couleur pour avoir quelque chose qui paraît un peu plus lumineux. Et puis au final, on veut peut-être rajouter des fissures, changer la position des fissures parce que ça ne nous plaît pas. Et puis en fait, notre matériau il ne nous plaît pas et puis on veut quelque chose avec des carreaux qui sont bien sales. Et du coup, on peut changer complètement ça et puis avoir beaucoup de carreaux qui vont se répéter sur une surface à l'infini. Donc tout ça est généré depuis une seule substance. Si vous la paramétrez comme il faut, que vous travaillez correctement, vous pouvez obtenir ça super facilement. C'est vraiment pas quelque chose qui est compliqué. Il suffit d'avoir une certaine réflexion sur la manière dont on travaille. Donc là, voici un autre exemple de paramètres que je peux changer. Je peux choisir le masque que je mets en entrée. Et du coup, ce qui est blanc sur mon masque va avoir un certain pattern, et ce qui est noir va en avoir un autre. Et du coup, le fait de changer mon masque en entrée, ça va changer toutes mes textures, et du coup changer tout mon matériel. Donc, tout ça fonctionne grâce au texturing procédural. La manière de travailler de Substance Designer, c'est du texturing procédural, et c'est vraiment quelque chose qui est pas nouveau, parce que c'est vraiment quelque chose qui est utilisé depuis super longtemps, mais c'est quelque chose qui est un peu nouveau pour les artistes, parce que c'est pas commun d'utiliser ça pour les artistes. Parce que le texturing procédural, c'est ça. Et ça, c'est pas fait. Enfin, on connaît pas. Honnêtement, je sais pas en faire du tout. J'y connais rien. Pour comprendre éventuellement. Mais du coup, tout ce code permet de générer cette texture-là. Donc ce carré noir avec le carré rouge et le rond jaune en fond. Donc c'est pas souvent facile pour les artistes parce que nous on veut un truc où on a du visuel et puis en bougeant 3 paramètres, ben, on le fait. Et sur Designer, et bien tout ça, c'est exposé. Donc là, vous avez un polygone avec plein de paramètres sur la droite et tous ces paramètres vont être modifiables. En fait, la modification de ces paramètres sur la droite, ça correspond à modifier le code directement. Mais pour des artistes, tout ce qu'ils voient, c'est des sliders qui, quand tu bouges, ça change ton image. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup mieux pour les artistes, qui du coup, va pouvoir visualiser ce qu'il fait. Donc là, on peut choisir par exemple le nombre de côtés, on va choisir si notre image est arrondie ou pas, on va choisir la taille du gradient, la rotation, et on peut faire ça avec plein de nodes. Donc ces nodes-là, par exemple, ça permet de faire les carreaux, mais du coup, on peut changer ce qu'il y a à l'intérieur, changer la taille, changer la position, avoir des positions random, changer les valeurs de gris, etc. Mais du coup, on peut aussi mélanger les deux. Et du coup, une texture procédurale, c'est ça. C'est une suite de fonctions qui vont amener à un résultat, tout simplement. Et du coup, ce résultat peut être encore modifié par une autre fonction, où là, on va venir tout déformer, et ainsi de suite. On peut modifier à l'infini notre texture. Pour moi, une texture sur Designer, on ne peut jamais vraiment la finir. C'est un peu comme tout travail artistique, il y a toujours quelque chose qu'on peut rajouter, qu'on peut changer. Là, c'est la même chose. Il ne faut pas oublier que Substance Designer, même s'il paraît technique, c'est un outil qui est vraiment fait pour les artistes, et vraiment un outil artistique. Si je voulais faire ça honnêtement, du texturing procédural par du code, j'aurais pas de boulot. Je suis un artiste, j'ai besoin de ça. Donc c'est vraiment bien.
Donc voilà, ça par exemple, ce que vous pouvez voir à droite, c'est le résultat qu'on obtient si on fait la même chose que le code, mais sur Designer. Donc ça ne correspond pas exactement au code, c'est une autre manière d'obtenir le résultat, mais ça fonctionne. Et ce qui importe, c'est le résultat. Donc voici, si on part sur quelque chose d'un peu plus complexe, avec des formes un peu plus géométriques, on peut faire vraiment ce qu'on veut. On peut obtenir des patterns. Donc si on fait différents patterns, qu'on va les modifier, qu'on vient les blender ensemble, bah, du coup on peut avoir quelque chose qui peut être vraiment intéressant. Donc là on est sur du pattern qui est assez précis par rapport à quelque chose d'organique comme du bois ou du sable. Mais du coup voici ce qu'on peut obtenir assez facilement. Et pour quelque chose d'un peu plus organique, qui correspond à une sorte de concrete, ou bah, celle que je vous ai montré tout à l'heure, que je pouvais paramétrer, bah, c'est comme ça que la map de couleur est créée. Donc là, on voit uniquement la map de couleur. Mais du coup, il y a aussi une map de normal qui est créée, il y a aussi une map de roughness, de métallique, etc. Donc les avantages et inconvénients. Bah, le premier avantage, je dirais, c'est qu'on peut tout créer. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire dans Substance Designer. On peut vraiment tout créer. Par exemple, ça, c'était un projet pour un jeu. Donc du coup, bah, il y avait un développeur qui avait besoin de petits vaisseaux, et ils ont été faits sur Substance Designer. Honnêtement, ça ne sert pas à grand chose. C'était juste pour le défi, où du coup, il y avait tout qui était fait sur Substance Designer, que ce soit au niveau de l'interface, que ce soit les vaisseaux, que ce soit la map, les checkpoints, etc. Et du coup, il s'est amusé à faire ça. Et l'avantage, par exemple, qu'il y aura, par contre, à le faire sur Designer, ça va être la modifiabilité. Donc là, il pouvait changer la position des réacteurs derrière, la position des canons. S'il ne voulait pas les canons, il pouvait les retirer. Changer les couleurs assez facilement, juste avec 3 paramètres à changer. Donc ça, c'est d'autres rendus faits sur Designer. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est beau. Donc là, on n'est pas uniquement sur du Designer. Tout le texturing est fait sur Designer. Il y a juste une partie de modélisation, où du coup, il y a vraiment une shape de base, qui est une sorte de boudin, sur lequel on applique cette texture de serpent et qui donne ce résultat. Ça, c'était un concours proposé par Algorithmic, où il y avait des références à prendre sur Instagram, et du coup, le but c'était de le reproduire sur Substance. Je peux faire la suite. Donc ça c'est cool parce que du coup, on peut vraiment tout faire sur Substance, dont de l'organique. Et ça, c'était une peau de gecko qui avait été faite par une artiste d'Algorithmic, justement. Et je voulais la mettre parce que je trouve ça vachement cool de montrer la diversité des possibilités. Que c'est pas uniquement pour des surfaces plates, que si on veut mettre ça sur l'animal en question, bah c'est possible, et puis on aura quelque chose qui sera super cool. Et faire ça à la main, c'est un peu plus long. Je préfère largement faire ça. Donc voici d'autres exemples, pour des choses un peu plus classiques, on va dire. Donc Substance, on travaille avec du PBR pour faire du réaliste, mais on peut faire aussi du stylisé. Parce que le fait d'utiliser du PBR, c'est quelque chose qu'on va utiliser dans le moteur de rendu, mais qui n'est absolument pas obligatoire. Le fait d'utiliser une normale, d'utiliser une base color, une roughness, une métallique pour chaque texture qu'on va créer, c'est absolument pas nécessaire. Là, pour ça, il y a une base color et une normale uniquement. Je n'utilise pas de roughness, je n'utilise pas de métallique, parce que j'en ai absolument pas besoin, et c'est pas ce que je veux. Toutes les variations que je veux créer, je veux les créer grâce à la normale, grâce à une ambient occlusion. Donc l'ambient occlusion permet de rajouter des fausses ombres à ma texture, et je veux ma couleur. J'ai même rajouté de l'émissif au niveau de la lave pour avoir une fausse information de lumière. Faut vraiment comprendre que Substance, c'est pas uniquement pour des matériaux réalistes. Avec Substance, on fait vraiment tout. Et c'est ça aussi qui est cool. Donc là, une devanture de magasin, j'ai trouvé ça cool aussi. Et texture de cactus, parce que ça rentre aussi dans le workflow organique. C'est fait par la même personne que la peau de gecko. Donc un autre avantage à Substance Designer, ça va être le côté tailable. Donc tailable, ça veut dire que si on met une texture, si on a créé une texture et qu'on la déplace de 1 sur la map UV, mais si on les colle, elles vont se répéter. Il n'y aura pas de discontinuité entre les deux. Et du coup, si on la répète à l'infini, on va couvrir la surface entière.
Alors pourquoi cet élément est important? Parce que du coup, si vous voulez couvrir de grandes surfaces, vous allez avoir aucun souci à le faire. Vous allez appliquer votre texture, vous dites qu'elle se répète, et c'est fini. Vous allez avoir, vous voyez sûrement ici, on voit les répétitions. Donc ce sera à vous de jouer pour casser un peu ces répétitions, en modifiant la modélisation, en modifiant les UV, mais du coup ça permet quand même d'avoir une grande surface de couvert. La même chose ici. Donc on peut vraiment faire ça avec tous les matériaux, à condition qu'on ne le casse pas. Parce qu'on peut le casser, le tiling, si on travaille mal. Normalement, ça n'arrive pas la plupart du temps, c'est vraiment des choses particulières qui vont faire que ça casse. Donc cette texture elle est un peu particulière parce qu'elle n'a pas été faite entièrement sur Substance Designer. La grande majorité de la texture a été faite sur ZBrush, où les roches ont été sculptées, et où le lichen qui est sur les roches a été sculpté aussi. Du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sculpté une seule roche, que j'ai sculptée en entier, et ensuite, je suis venu la placer sur une plane, dans ZBrush, avec des rotations différentes, des tailles différentes, des déformations, etc. Et tout ce que j'ai fait sur ma roche, c'est faire les grosses surfaces, donc pas de micro-détails, pas de grains dans la roche, etc. Parce que tout ça, je voulais le faire dans Designer. Donc une fois que j'avais créé ma roche, j'ai sculpté 3 petits bouts de lichen, et ça aussi, je les ai appliqués dans Designer. Et du coup, une fois que j'ai placé ma roche, je récupère une texture en noir et blanc qui me permet de récupérer mes informations dans Designer. Je verrai si je peux vous la montrer tout à l'heure, la texture, je l'ai récupérée. Et du coup, ça me permet d'obtenir ce résultat-là. Est-ce que c'est complexe? Oui. Comme tout, en fait. Quand on commence quelque chose, c'est forcément complexe. Je pense que vous avez galéré la première fois que vous avez fait du vélo. J'ai galéré quand j'ai fait du designer, et vous allez galérer aussi si vous en faites. Honnêtement, c'est un outil artistique comme un autre. Et si vous avez eu du mal à utiliser un pinceau, un crayon au début, c'est normal, et puis vous vous débrouillez maintenant, et puis ce sera pareil avec ça. Donc, faut pas hésiter à se lancer parce que c'est vraiment quelque chose qui est super cool. Donc, faites-le. Obtenir un élément précis sur une texture peut paraître complexe aussi. Parce que généralement, on traite les surfaces en entier, et lorsqu'on veut, par exemple, rajouter un point, on veut rajouter un nœud, par exemple, à notre bois, on va vouloir le placer à la main, etc. Et souvent, c'est frustrant quand on commence, on dit je veux un nœud là, mais j'arrive pas à l'avoir là. Et du coup, c'est très chiant au début. Et après, vous apprendrez à travailler d'une certaine manière qui fait que vous arriverez à isoler les zones que vous voulez, etc. Donc, pour moi, c'est pas vraiment un défaut parce que c'est une nouvelle manière de travailler. Aussi, travailler que sur Substance Designer n'est pas forcément un avantage. Donc, comme vous l'avez vu sur ce que j'ai fait sur ZBrush, c'était plus simple de passer sur ZBrush. Donc, si vous trouvez ça plus simple de faire d'une telle manière, faites-le de cette manière. Et le designer est un outil comme un autre, vous pouvez le combler avec d'autres, vous n'êtes pas obligé de tout faire dessus. Donc voilà. Donc une manière unique de créer des textures. Est-ce qu'il reste du temps? Oui, beaucoup. Bon, Oui, pas de souci. vas-y. Je ne sais pas si vous avez parlé des limites du logiciel. Si vous avez dit voici les avantages, mais je sais pas, selon vous, quelles sont les limites de ce logiciel? Limite à quel niveau? Que ce soit technique, que ce soit artistique? Les deux, honnêtement, oui. Artistique, je dirais qu'il y en a. Parce que concrètement, comme je t'ai dit, tu peux tout faire. Donc en fait, la seule limite, ça va être ce que tu sais actuellement. Mais à chaque fois que tu vas bosser sur un truc, tu vas progresser, tu vas découvrir des nouveaux trucs. Honnêtement, pour commencer, je te dirais, regarde des tutos, tu regardes plein de tutos différents. Tu apprends en fait plein de petits morceaux, et quand toi tu les combines sur ton truc, du coup tu as un autre résultat et c'est cool. Et artistiquement, je dirais qu'il n'y a pas trop de limites, parce que voilà, pour moi on peut tout faire. Techniquement, ça peut rebuter, honnêtement, de faire du designer. C'est vraiment pas un truc qu'on considère comme artistique, parce que quand tu arrives dessus, tout ce que tu vois, c'est ça quoi. C'est pas rêver. Alors je confirme, je me suis mis avec les étudiants du club d'art numérique, c'est pas facile au début, mais par contre, quand on commence à comprendre, c'est un peu comme une lumière qui s'allume,
dans la nuit, hein, et puis tu dis, ah oui, mais ça, voilà, c'est qu'il faut vraiment passer un cap. Hein, voilà, il y a un cap à passer, mais c'est comme dans beaucoup de softs puissants, hein, il y a toujours un cap à passer. Hein, voilà, il faut s'accrocher, mais par contre, il est clair que c'est vrai qu'au début, on est un peu perdu. Par contre, petite remarque aussi matérielle, il faut quand même des machines un peu puissantes. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire ça sur un i3 sans carte graphique, c'est pas la peine. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il faut des machines de 3D et une bonne carte 3D. Ça, c'est un besoin du soft, c'est net et clair. Hein, pour designer, ça va encore. voilà. Pour designer, tu es assez libre de faire une machine, donc tu ne tournes pas sur la carte graphique intégrée de ton PC. Enfin, carte graphique intégrée, j'entends les Intel, quelque chose avec des graphiques. Si tu as une Nvidia, tu n'auras pas de souci. Sur Painter, non, ça va brûler. Voilà, donc c'est dans les limites techniques, il faut penser à ça. Voilà. D'autres questions? Ça répond à ta question au niveau technique aussi ou... Moi, j'aurais justement sur l'aspect artistique et technique. Ouais. Alors, c'est un produit que j'apprécie beaucoup, hein, donc je ne fais pas du tout de produit, mais voilà, la limite en être un artiste, être un technicien, voire technico-artiste. Hein, parce que voilà, le produit, je le connais, et la façon de penser, effectivement, le côté nodal hein, en lui-même, avec, je dirais, comment recréer quelque chose, je trouve qu'on est beaucoup plus une approche technique, presque de programmation, finalement, parce qu'il y a une logique de combiner ces différents éléments, qui est à l'opposé de l'artistique. Donc, au début, tu disais, effectivement, c'est un produit pour les artistes. Après, tu as dit justement que c'était un peu à l'opposé. J'ai du mal vraiment à comprendre où un artiste vraiment se place par rapport à ce produit-là, y compris dans un pipeline de production. Bah, honnêtement, moi, je ne me considère pas comme quelqu'un de technique, par exemple. Du coup, je fais du designer. Certes, c'est sûrement plus technique que d'autres trucs, que certains autres softs, mais je trouve ça, par exemple, aussi technique que de la modélisation. La modélisation, c'est quand même artistique parce qu'on veut un certain résultat qui plaît, avec des belles formes, etc. Mais au final, c'est que du technique pour moi. Donc, pour moi, il y a très peu de différence en fait. Je sais pas, on peut vraiment lier les deux. Donc oui, c'est technique parce que c'est une manière unique de travailler, mais c'est une manière qui est technique, qui a été faite pour des artistes. Je sais pas trop comment expliquer ça de manière claire, parce que pour moi ça l'est en fait. Du coup, je comprends ce que tu dis, mais je suis pas d'accord. C'était une question, hein, c'était pas une affirmation, attention. Au final, c'est comme tu l'as dit au début, c'est de la technique, mais vulgarisée pour l'artiste. Ouais, c'est ça, parce que à la base c'était que du code. Le texturing procédural, c'est pas quelque chose qui est complètement récent, qui est arrivé avec designer, etc. Sur le premier Tron qui a été fait, le texturing procédural a été utilisé. C'est là qu'a été créé le premier Perlin Noise, par exemple, qui est... C'est pas une question, c'est juste pour compléter la réponse. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où on a un outil qui permet de créer une infinité de choses, c'est forcément artistique, parce que la personne fera la même chose en fait. Ouais, mais après, si tu prends l'exemple du code, tu peux créer une infinité de choses, je suis pas sûr que tu trouves ça artistique. Mais après, ça n'empêche pas que tu peux créer de l'artistique avec du code en fait. Je pense que tu peux créer de l'art avec tout, et tu peux trouver n'importe quoi technique en fait, que ce soit dans la 3D ou autre. Yes, à partir du moment où tu as commencé à toucher un peu à ce logiciel, tu te fait plaisir à partir de combien de temps comment Le premier tuto était un peu chaud, c'était un tuto coréen. J'ai commencé, je reproduisais image par image ce que je voyais. Le tuto durait 1 heure, j'en ai mis 5 pour le faire. Faites pas ça. Faut juste pas. Honnêtement, je dirais, même la première qui a été galère, j'ai pris du plaisir parce qu'il y avait un résultat direct en fait. C'est que t'as pas besoin. T'as quand même une vue 3D ici dans Designer qui est cool, qui te permet vraiment de visualiser ce que tu fais. T'as pas besoin de balancer ça dans un autre soft, de faire un rendu, de mettre tes lumières, etc. Moi ça, c'est pas le truc qui m'amuse et du coup voilà, moi je veux vraiment créer des textures et voir direct mon résultat. Et après la texture de goudron que tu as vue tout à l'heure, c'était ma deuxième. Du coup, vraiment à partir de là, je trouve que je me suis fait plaisir. Et après, on avait des projets en cours où il fallait créer des trucs, etc. Le goudron, tu l'as fait au bout de combien de temps? Le goudron,
Depuis combien de temps je fais du designer avant de faire ça? Non, à partir du moment où tu as commencé et que tu as fini Goudron, il se passe combien de temps? Pas tant que ça, je dirais. Je pense que quand tu débutes en une dizaine d'heures, tu peux la faire. Parce que tu vas prendre des trucs un peu facilités pour faire des choses. Tu vas trouver que ça rend bien, etc. Et tu vas avoir ton résultat. Et après, quand tu progresseras, tu te diras non, c'était pas si fou que ça. Mais en fait, tu peux quand même avoir un résultat cool en connaissant très peu. Bah, ce que je vais essayer de montrer là, je vais faire un tout petit exemple de. Je vais faire du carrelage. Un truc très simple. Et vous montrer qu'on peut avoir quelque chose qui est vraiment simple, qui est vraiment rapide et simple. Il y a d'autres questions? Ok. Oui. Vous avez dit que c'était pas mal utilisé pour le jeu vidéo, le cinéma et la publicité. Est-ce que c'est aussi utilisé beaucoup par le cinéma d'animation 3D? À ce niveau-là, je vais être honnête, je sais pas trop, dans le sens où Pixar, bah surtout par exemple, je prends l'exemple de Pixar parce que c'est quand même une boîte un peu référence. Ils utilisent par exemple leur propre logiciel. Donc après, je sais que DreamWorks utilise Painter. Et après, ça va vraiment dépendre des boîtes. Sur Angoulême, je sais qu'il y a pas mal de boîtes de cinéma d'animation et je pense qu'ils utilisent Painter. Designer, je sais pas, parce que souvent c'est pour des scènes précises, du coup ils veulent un résultat précis. Designer va plus être utilisé en jeu vidéo par exemple, où du coup tu vas vouloir couvrir des grandes surfaces, tu vas avoir un objet qui se répète plein de fois mais tu veux des variations, du coup tu vas créer une substance, donc voilà. Mais c'est quand même pas mal utilisé, c'est sûr, et ce sera de plus en plus utilisé. Oui, il y a une limite technique dont tu m'as parlé qui va être relevée, c'est que pour l'instant ce qu'on peut sortir comme taille de texture est limité par rapport aux besoins du cinéma. Et dans une nouvelle version, ça va changer. Donc au moment-là, ça va débloquer le problème. Bah, ça risque d'arriver l'évolution parce qu'actuellement, on est bloqué à de l'export de texture qui va être en 4096 par 4096 pixels. Ouais, c'est un peu léger. Là, ce qui peut paraître léger, mais ça dépend des besoins en fait. Parce que si on a un objet qui est au fond et qu'on voit un tout petit peu et qu'on a envie de faire un truc rapide, ben on prend substance et puis on sort du 1K et c'est suffisant. Ouais. Et ça va vraiment dépendre du projet, de la situation. Quelqu'un qui fait du cinéma d'animation mais qui fait des petites séries qui passent à la télé, etc. Bah, il veut quelque chose de rapide, il veut pas forcément du 16 ou du 32K. Et s'il sort du 2 ou du 4K, ça suffit. Je crois qu'on peut sortir du 8K en plus sur Paint actuellement. Ouais. Je voulais demander par rapport à tout ce qui est terrain, tout ce qui va être sorti de terrain et pour blender les terrains, on va faire une construction de terrains différentes. Genre sur Blender, sur Designer, du coup, l'export, on peut le faire directement dans Substance, sur de grandes zones ou... Ça va être plus complexe. Ce que je te conseillerais de faire, ça va être de créer d'abord ton premier matériel qui va être en surface, l'autre que tu vas avoir et tu vas blender tes deux ensuite dans ton moteur de jeu ou peu importe. Et du coup, ça va plus se faire au niveau du moteur de jeu que. Ouais. Ça va être plus vraiment pour la création de texture et de matériel. Une substance comme le cactus qu'on a pu voir tout à l'heure, ça se prend à peu près en combien de temps à ton niveau maintenant? 10 minutes. Je suis quelqu'un de rapide. Non, honnêtement, je sais pas. Je pourrais pas dire. Je sais qu'elle a passé vraiment du temps dessus, mais elle chipote pour plein de trucs. Et du coup, chaque petit détail va régler, mais c'est aussi le fait qu'elle chipote, c'est ce qui donne le résultat aussi. Donc, et je pense que ouais, elle a dû prendre une vingtaine ou trentaine d'heures. Oui. Versus de la faire à la main, justement, entre 20 et 30 heures. Il y a le côté effectivement procédural ouais, qui est voilà, mais en fonction des besoins, trouver la limite. Ah, c'est ça en fait. Ouais. C'est parce que là, dans ce cas-là, peut-être que la faire à la main, c'est plus rapide. Hein. Ouais. Et après, il faut prendre en compte qu'il faut aussi faire toutes les maps. Oui. Donc, non, puis bon, si on a 400 cactus à faire dans une scène, effectivement, on va réutiliser derrière. Mais entre le besoin ponctuel et le besoin effectivement rapide. Ouais, je pense que ça dépend vraiment du besoin. Là, c'était plus pour le fun, honnêtement, qu'elle l'a fait. Et c'est pour ça qu'elle est rendue sur une sphère. Du coup, ici, on va avoir notre vue 3D qui va nous permettre de visualiser ce qu'on fait. Ici, on va avoir notre vue 2D qui représente donc les textures et l'avancement de la création de la texture. Et ensuite, ici, on va avoir notre graphe. Donc, notre graphe, c'est où tout se fait, où on va créer notre texture. Donc ici, on va créer
une texture de carrelage. C'est bien le carrelage, c'est ça. Et on va mettre une couleur de base. Peut-être pas du jaune. Je reviens sur les limites techniques que tu as mentionnées tout à l'heure. À la limite, ça va être la connaissance des nodes, parce qu'il y en a là il n'y en a pas beaucoup, mais si on regarde toute la librairie, il y en a un paquet. Et le fait de connaître, honnêtement je ne connais pas toutes les nodes et ça sert à rien de toutes les connaître je pense. Mais bien savoir ce qu'on peut faire avec, c'est vraiment important et ça peut vraiment être super utile. Donc là j'ajoute une note de normal, parce que si on met pas de note normale, on n'aura pas de résultat. Et là, par exemple, si je branche mes carreaux, on a déjà quelque chose dans le but. Ok, donc là, par exemple, on voit qu'on a déjà quelque chose. Donc, on va mettre une roughness de base, pour pas avoir trop de réflexion sur ce qu'on fait. Donc, on va mettre grise, neutre, 108 normalement. Du coup, notre matériau va pas être métallique. Du coup, hop, on met une map noire dans la métallique. Et la heatmap, on ne va pas l'utiliser pour l'instant. Donc là, quand je travaille, honnêtement, je me concentre principalement sur la création des micro-reliefs et des micro-détails et éventuellement de la heatmap si j'en ai besoin. Donc là, si je prends mes carreaux, ce que je veux, ça va être les déformer un petit peu. Parce que des carreaux, en vrai, sur les bords, ils sont jamais vraiment lisses. Du coup, on va utiliser par exemple un slot blur qui permet de modifier ça en fonction d'une autre map. Donc si je branche mon perlin noise dans slot blur, ça nous donne ça. C'est pas ouf. Hop. Et en jouant un peu avec les paramètres, on se rend compte qu'on peut avoir des petites variations qui vont venir déformer nos carreaux. Du coup, on en voit un petit peu moins, parce qu'on veut vraiment quelque chose de léger. Et là, on va avoir des petites déformations, vous pouvez le voir ici, qui vont être intéressantes, qui sont encore un peu fortes, mais je ne vais pas les réduire sinon vous les avez plus. Bon là, par contre, j'ai trop de carreaux, je veux qu'il y en ait moins. Hop. Voilà, là, ça correspond un peu plus. Je vais pouvoir changer la taille des carreaux pour qu'il y ait moins d'écart entre les deux. Donc vous pouvez le voir, ça modifie aussi ma deuxième texture. Hop. Donc si j'ai grossi trop, bah, il se chevauche et il n'y a plus rien. Donc on peut changer la taille de manière aléatoire. Hop. Ensuite on va mettre un tout petit peu de position random. On va faire un genre où ils vont être déplacés. Et puis on va mettre un petit peu de rotation, juste pour faire. Donc avec ça, ce qu'on peut faire après, par exemple, on va décider de mettre une couleur sur les carreaux. Hop. Donc on mélange ça avec une autre blend, on prend notre couleur. Hop. Donc on a ça. Donc en fait, la map que j'ai ici doit agir comme un masque. Je veux donner une couleur à ce qui est noir et je veux donner une couleur à ce qui est blanc. Donc je vais prendre ça, je vais le mettre dans le masque. Et là du coup, on a ce qui est en blanc, donc ici, qui va devenir bleu, parce que j'ai mis du bleu. Et ce qui est en noir, on va mettre une autre couleur, du rouge. Et on va avoir ces carreaux-là qui ressemblent à ça. Ça attaque les deux. Ok, je vais réduire les couleurs. Donc voilà, on a réussi à choisir nos couleurs aux endroits qu'on voulait. Donc là, on veut peut-être que les carreaux brillent plus, donc on peut changer ça. Donc les carreaux, ils pourraient être réfléchissants de cette manière, par exemple. Mais on ne veut pas que l'interstice brille autant, parce que honnêtement, ça ne sert à rien, ça brille. Du coup, on va
qui est ici. Et si on la met dedans, la roughness, on voit que c'est l'inverse qui se produit, que ce qui brille, c'est ce qui est à l'intérieur, et les carreaux ne réfléchissent pas de lumière, parce qu'on a dit tout à l'heure que ce qui était en noir réfléchissait la lumière, et ce qui était une surface lisse, et ce qui était en blanc était le bleu. Du coup, on va inverser ces couleurs pour obtenir ça, et on va mettre ça dans la roughness. Et là, on va avoir nos carreaux. Hop, ça, j'en ai plus besoin. Mais du coup, on aimerait ajouter un petit peu de variation à nos carreaux, parce que sinon, c'est pas intéressant. Du coup, on va regarder les noise qu'il y a. Et on va prendre un Cloud 2 qui va nous permettre d'avoir des variations. Et ensuite, en mélangeant notre Cloud 2 à nos carreaux, on peut avoir notre noise qui apparaît que sur les carreaux et pas dans l'interstice. Parce que l'interstice, on va la traiter indépendamment des carreaux. Ça va être, concrètement, ce sera deux matières différentes. Ce sera une matière un peu de concrete et l'autre, ça va vraiment être les carreaux. Et du coup, on peut mettre ça dans les carreaux pour avoir notre variation. Donc, il ne faut pas oublier l'invert. Hein. Hop. Et du coup, on va avoir nos variations de roughness sur nos carreaux. Donc là, on va peut-être la réduire, parce que du coup, c'est un peu violent entre les deux. Hop. Et là aussi, on a un gros avantage à designer, ça va être la modifiabilité, dans le sens où je peux revenir à tout moment, au tout début de mon graphe, pour remodifier quelque chose. Au final, je veux plus de carreaux, j'ai juste à tout rechanger, et ça va rechanger tout ce que ça affecte derrière, et ça va revenir, ça va changer la globalité de la texture. Donc par exemple, si je choisis d'exposer ça à l'utilisateur qui va utiliser la texture, il pourra choisir lui-même le nombre de carreaux. Et du coup, ça va influencer tout le reste et créer une nouvelle texture. Et du coup, par exemple, dans l'interstice, c'est complètement plat ce qu'on a. Du coup, l'interstice, ça correspond à ce masque-là, ce qui est en blanc. On va venir le blur un petit peu pour avoir des petites variations. Et dedans, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Plus du gris déjà, c'est nouveau. C'est pas trop. Et on veut quelque chose qui soit un peu plus noisy, on va prendre un white noise, et on va venir, encore une fois, mélanger l'interstice de nos carreaux et notre white noise. Et du coup, on a notre white noise qui va apparaître que ici. Et du coup, ça, on veut que ça change dans notre, aussi dans notre normal map, parce qu'on veut qu'il y ait un peu de volume sur notre normal map. Du coup, on va mélanger nos carreaux et notre white noise. Et là, on a les deux. Donc si je mets ça dans ma normale, on a un truc qui est moche. C'est normal, hein. On n'a pas le choix de faire white noise, c'est forcément moche pour l'instant. Donc en réalité, ce qu'on veut, c'est vraiment quelque chose qui est très léger, de cette manière. Donc c'est presque imperceptible, mais si on le met pas, en vrai, si on le retire, ça va se voir qu'il manque quelque chose. Et s'il y est, du coup, ça va tout de suite ajouter quelque chose. Donc là, ce que j'avais fait pour la roughness, qui est du coup ici. Ce que j'avais fait pour la roughness, je l'ajouterais bien quand même dans ma normale pour donner un petit peu de volume au crasse qu'il y a dessus. Du coup, je vais recréer un blend entre ça et mon noise en multiply. Et là, on va avoir un petit peu de volume sur nos carreaux. Donc honnêtement, vous pouvez vraiment avoir quelque chose très rapidement. Honnêtement, là, j'ai touché 3 nodes et je peux en faire quelque chose. Donc vraiment, si tu veux créer des trucs, essayer des trucs, pour le fun, fais-le. Honnêtement, tu
tu vas vraiment avoir des résultats super rapidement, même si c'est pas ouf. Tu as juste à tester et puis tu verras. Ça s'apprend super rapidement et c'est super cool. Est-ce que dans ton processus de création, tu mets des images ou des photos? Très rarement. C'est plus un choix en fait. Parce que je trouve ça un peu plus fun, on va dire, de créer tout depuis le début. Mais par exemple, dans le cas où la texture a été créée sur ZBrush, bah, du coup, c'est clairement une image que j'importais. C'était une image que j'importais, mais après, j'utilise très peu d'images. Après, c'est parce que j'en ai pas besoin. Je vais utiliser des images que je vais mettre pour mes références. Mais après, niveau création, ça va m'arriver où si je veux un masque précis en noir et blanc, bah, du coup, je vais peut-être le faire sur Photoshop parce que je sais que je vais prendre mon temps. Et si je veux gagner du temps, je vais le faire. Sinon, non. D'accord. Il y a d'autres artistes qui, par contre, eux, vont utiliser plus de bitmaps, de photos dans le processus de création, tout en restant dans le processus. Bah surtout quand on travaille, parce que bah, le but c'est d'être rentable quand même, et de vraiment gagner du temps sur ce qu'on produit. Du coup, bah, on va avoir envie d'utiliser des images parce que bon, c'est vraiment un gros gain de temps quand même d'utiliser des images dans certains cas. Il y a des textures qu'on peut faire presque en utilisant une image en noir et blanc, et c'est presque fini, on met de la couleur, ça rend là. Donc ça dépend vraiment du workflow qu'on veut utiliser, de ce qu'on a envie de faire. Ta substance, de ce que tu avais préparé pour justement, tu sais, dans le slide, là, la partie... La roche ouais. Yo, c'est pour ça que je voulais pas les montrer. Et justement, la question c'est comment tu t'y retrouves là-dedans? Je sais que c'est ton bazar, donc forcément chacun a habitué à son bazar. Déjà mais... ça aide, et je crois que c'est ma vie en général en fait. Non, mais, en vrai j'ai toujours été bordélique et je suis organisé dans le bordel. C'est dès que je fous le bordel je m'y retrouve. Et on m'engueule au taf pour ça parce que je dois ranger beaucoup. Oui, c'est un peu les artistes, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Ouais, c'est possible. J'en ai des murs là, je vous promets. Mais il n'y a pas un système de rangement, il me semble que j'avais vu un tuto où il y a un système de boîte dans lequel on peut ranger. Non, mais je pose la question. Ouais, et on a, en fait, c'est un système pour s'y retrouver. Ouais. Et que tu utilises ça. Si, mais pas là, c'est ah. pour l'exemple. C'est le frame, moi, c'est ça. Et du coup, ouais, voilà, on peut créer des frames. Et du coup, si je dois vous résumer, là on va avoir la création du motif. D'accord. Donc là, c'est le masque que je choisis en entrée, par exemple, ici, pour générer ma surface. Puis du coup, si je change, je choisis un autre masque, ça va modifier tout le reste derrière. Donc ça, c'est un paramètre que j'ai exposé, c'est pour ça que je le récupère ici. Et du coup, là, je peux changer le masque et ça va changer tout le reste. Donc là, ça met pas de masque. C'est un autre choix. Donc. Et là, par exemple, on peut avoir les carrés. Enfin, inverse ton masque. Et ça change complètement. C'est un nouveau masque à chaque fois. Ça va. Et du coup, là, tout ce que vous voyez, donc c'était impression de volume, etc., il n'y a vraiment pas de volume. C'est que de la normal map qui est générée et des fausses informations de couleur qui vont donner ces fausses ombres qu'on peut trouver ici dans les creux et qui vont donner des fausses lumières en surface. Et du coup, voilà. Et du coup, je dois pouvoir bosser le... Si je fais ça, ça fait quoi? Voilà, je peux avoir mes patterns vraiment indépendamment les uns des autres. Et voilà. Et du coup, si je dois arranger un peu, ne jugez pas. Ça c'est ma map de couleurs. Ce qu'il y a là. Je suis assez bourrin sur les couleurs parce que c'est vraiment important. Et je vais traiter détail par détail en fait. Donc là, ça va être la conception de ma map de couleurs où je vais commencer à ajouter des premières informations, après je vais ajouter les contours, là je vais ajouter des petits scratchs. Et là voilà, je rajoute ça, des petites traces un peu partout. Là je vais rajouter plein de trucs à chaque fois en fait. Des fausses ombres, de la grunge un peu générale, d'autres éléments de grunge, etc. qui vont me permettre d'arriver à mon résultat final qui va être celui-là, juste pour la map de couleur. Et du coup, on va avoir mes autres maps qui ressemblent à ça. Donc la normale, avec des tout petits détails ici que vous voyez un peu les pixels différents. Du coup, ça va être des petits reliefs, des petits creux,
La map de roughness qui va être un peu plus travaillée. Donc là, ce qui est en blanc, c'est les sortes de faux creux qu'on a ici, parce que du coup, je veux pas qu'il y ait de réflexion, c'est pas du métal. Et du coup, ma map de métallique qui est unique, mais j'aurais pu cacher les parties creuses pour avoir avec un masque noir. Donc voilà. Vous avez des questions par rapport à ce truc? Pour ce ton masque, on avait vu que les tringles étaient lisses. Et là, au niveau de tes reliefs, ça fait un canal. Je crois que c'est parce que le masque est mal fait, on va. Parce que tu vois, ça fait ça. En fait, mon pattern qui est ici, je viens le générer là-dedans et j'utilise mon masque comme ça en fait. Mais du coup, mon motif doit se trouver à un endroit où il ne sait pas trop quoi faire. Ouais. Il doit être par exemple sur un seul pixel noir. Et du coup, s'il est sur un seul pixel noir dans son centre, il va le cacher et du coup, ça va se décaler. Un peu, je suis content dans ce décalage, c'est cool. Je l'ai gardé, j'ai pas voulu le fixer. Il y a d'autres questions? On peut passer à la dernière parce que je vois qu'il est déjà dit. Il y avait juste deux questions. Ah, vas-y. Dis-moi. Du coup, c'est plutôt une remarque, mais je rebondis par rapport à quand on demandait les limites techniques. Alors, certes, peut-être un peu bordélique, mais pour ta défense, moi je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'options d'organisation et tout dans Substance Designer, et même si on est super organisé, ça devient vite un gros sac de nouilles comme ça. Moi j'en ai vu des graves bien rangés. Ah ouais? Ouais. Faudrait que je te montre ça, mais j'en ai vu vraiment des super bien rangés où. Ouais, ça m'a Il y a des méticuleux. Il y avait une autre question. Après combien de temps? T'as un problème avec le temps. Pas super longtemps, j'ai eu une dizaine d'heures. Une grosse journée quoi, de travail. Ouais, c'est plusieurs heures que je vais choper par-ci par-là. Et puis, une fois que j'avais mon pattern, j'ai eu envie de rajouter plein de trucs dessus. En vrai, ça aurait pu être fini je pense en 3 heures, honnêtement. Je peux faire ça. Par contre, à la main, ça aurait été galère. De quoi? Là, par contre, à la main, ça aurait été galère. Ouais. Et surtout le fait de le modifier après. Allez, dernière question avec la demoiselle qui est là, et après on passe à l'autre. Est-ce que, pour ça, tu avais une idée très précise de ce que tu voulais faire ou pas découvert? J'avais une idée super précise. Parce que j'ai pris une référence que j'ai voulu recopier. Et puis après, en fait, la référence c'était juste le volume de base avec les creux et le truc qui sortait. Moi, je vous conseille de toujours bosser avec des refs. Pour commencer, c'est bien, tu prends une ref et après tu essaies de t'en approcher le plus possible. Ça, c'est toujours intéressant, quoi. Et après, j'ai voulu rajouter le côté un peu sale, un peu endommagé, etc. Du coup, c'était celui-là. Ah, yes. Ah oui, un peu plus complexe. Ce qui va marcher, je sais pas. Parce qu'il manque des éléments visiblement. Ouais. Ah yes, c'est mort. Je suis le premier surpris. Et du coup, voilà. Donc là, c'est rangé. Toujours. Inspiration. Ah ok, mais il y a juste ça qui fonctionne pas, ça c'était pour rajouter des feuilles en fait sur mon truc, mais c'est pas grave. Et du coup par exemple, là je vous ai parlé du morceau de lichen, ces images là je les ai sorties, donc là dans ce cas là j'ai utilisé des images par exemple, parce que c'est le plus simple, et ces images là viennent direct de ZBrush. Il y a un petit outil qui permet de faire ce genre d'image, et du coup ça c'est mes petits morceaux de lichen, puis ensuite je vais venir faire des gros morceaux de lichen. Donc j'en fais plusieurs. Et ensuite avec ça, je fais ça, qui va faire une sorte de tas que je vais venir appliquer sur mes rochers. Et on va avoir ça au niveau du masque. Renforcer ces éléments. J'ai honte de montrer ça. Mais du coup c'est pareil au niveau de la création de la roche, où du coup je pars de mon image ici.
Et là, c'est un peu plus intéressant parce que du coup, je vais venir créer mes petites variations de creux qui vont être mes micro-reliefs. Et je vais venir ajouter de plus en plus un peu partout et qui vont donner du coup l'aspect que j'ai actuellement sur les cailloux. Et donc l'autre avantage, par exemple, c'est mes paramètres que j'ai exposés ici, où du coup, on ne veut pas le lichen, donc on peut le retirer. Et après, du coup, on veut que, par exemple, contrôler la position de l'eau, on peut aussi. Et tout ça a été exposé, mais du coup, on peut retirer l'eau si on veut. En mettre un peu plus. Donc voilà. Eh bien, c'est quand même une belle découverte. Je pense qu'on peut l'applaudir parce que